Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de vous faire partager le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. Donc j'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Aujourd'hui, j'interviewe Romain. Bonjour Romain. Bonjour Jérôme. Alors toi, je crois que tu habites à Bonn en ce moment. Exactement, j'habite à Bonn depuis un an. Ah d'accord. Est-ce que tu peux me dire qui tu es en une phrase? Oui, je m'appelle Romain Deltour, je suis Lillois et event manager. Alors, comment tu es venu à venir en Allemagne? Eh bien, tout simplement par les études et la passion pour la langue ou la passion pour les langues. C'est-à-dire que depuis que je suis très jeune, je suis passionné par les langues, j'apprends beaucoup de langues et j'ai fait des études de langue étrangère appliquée. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire un premier semestre à l'étranger, donc en Allemagne, puis un deuxième, et ensuite j'ai fait Erasmus, D'accord, parce que je te demandais si c'était ou du un coup, job. exactement. Et là, en fait, je suis arrivé dans la région de la Ruhr, donc à Essen, et ça m'a tellement plu que j'y suis resté. Alors, qu'est-ce qui rend justement la Ruhr attractive? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est une région de réputation minière, sidérurgique, avec tout ce qu'il Mhm. faut. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? Alors moi, ce que j'aime surtout dans la région de la Ruhr, c'est vraiment le fait que tout soit très proche et qu'il y ait pas mal de choses à faire. C'est vraiment un endroit qu'il faut connaître, mais une fois qu'on le connaît, il y a tellement de choses à faire et c'est vraiment super. Alors, j'imagine qu'après tes études, tu as dû aussi candidater. Enfin, est-ce que tu as cherché un job en Allemagne après avoir terminé tes études? Oui, tout à fait. En fait, pendant mes études même, c'est-à-dire que je suis parti faire mon master à Essen, où j'ai fait un master Kulturwirt, donc culture et économie. Ah, d'accord, c'est un Et mélange de deux, comment dire, de deux thèmes, en fait, de deux domaines. exactement, c'est deux domaines qui se mélangent. C'est un peu comme LEA, mais en Allemagne. Mhm. Et justement, en fait, j'ai décidé pendant mes études de chercher un travail qui correspond à ce que je pouvais me représenter de ce que j'aimerais bien faire. Et Et j'ai trouvé justement un boulot en tant de manager événementiel. t'étais Werkstudent, c'est ça? C'est-à-dire que tu avais le statut étudiant. Exactement. J'étais Werkstudent. Et donc, du coup, j'ai pu apprendre toutes les ficelles du métier avant de rentrer à temps plein dans le, dans le marché. Donc, en fait, Werkstudent, c'est-à-dire que c'est pas stagiaire, en fait, mais tu es là pour être un employé à part entière, même si tu n'es que là peut-être que 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, en fonction de. Je crois que c'est maximum 20 heures par semaine qu'on a le droit de travailler sur. Exactement, oui. Donc, c'est un peu comme un job étudiant. Oui. La seule chose, c'est que ce que je trouve génial en Allemagne, c'est que justement, ces jobs étudiants, ces Werkstudentenjob, ça permet justement à beaucoup d'étudiants d'apprendre et d'explorer le marché du travail et ce qui est disponible sur le marché du travail et apprendre justement différents métiers. Alors, comment tu as fait justement pour trouver ce job, en fait, de Werkstudent? J'ai cherché sur les réseaux sociaux, donc Crossing ou Xing, qui est très connu en Allemagne ou qui a été très connu en C'est Allemagne. Donc, l'équivalent c'est de le LinkedIn. LinkedIn allemand. Exactement. Et là, j'ai trouvé l'offre et c'était à Kettwig, donc dans le sud de Essen. Et à la place d'envoyer un email, je me suis permis d'imprimer mon CV, d'aller sonner à la porte et de donner mon CV. Et c'est ça qui leur a plu. Alors, comment tu t'es présenté, comment tu t'es, entre guillemets, vendu, en fait, auprès de l'entreprise? Ben, tout simplement, je me suis présenté et la personne qui a ouvert la porte, ce n'était pas ma chef actuelle, c'était quelqu'un d'autre. Et quand elle m'a dit que la chef n'avait pas le temps pour me parler, etc., je dis, écoutez, je vous laisse mon CV, je pense que ça pourrait vous intéresser, j'ai vraiment envie de travailler pour vous, n'hésitez pas à m'appeler. Et un mois après, j'ai eu un appel justement de ma chef actuelle. Euh, avec laquelle j'ai eu un entretien et je suis allé cash dans l'entretien, c'est-à-dire que j'ai expliqué que j'aimerais bien rentrer dans le marché événementiel,
que je n'ai pas encore d'expérience. Par contre, j'ai vraiment une soif d'apprendre et je donnerai tout pour être le meilleur dans ce que je fais. Parce qu'elle a dû être surprise quand quand elle frappe à sa porte et qu'elle elle a vu un Français frapper à sa porte. Bon, tu devais quand même déjà bien parler allemand après avoir étudié en Allemagne. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire que comme j'ai fait pas mal d'études de langue, ça m'a vraiment aidé sur ce point-là. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas tout. C'est-à-dire que le fait que je sois français et international, ça a vraiment aussi joué un grand rôle, puisque du coup, cette agence pour laquelle je travaille à temps partiel maintenant euh, fait des événements à l'international. Ah d'accord, tu travailles sur quel type de projet concrètement? Ben vraiment des projets événementiels B2B, donc pour tout ce qui est entreprise, nous on organise en fait les séminaires des entreprises, on organise les congrès des entreprises euh, et divers événements d'entreprise que nos clients ont besoin. D'accord, donc j'imagine maintenant que le format digital a dû prendre le dessus en fait sur les événements présentiels. Exactement. Donc le format digital a pris le dessus du fait de Corona, Mhm. puisque rien d'autre n'est possible pour le moment ou très difficilement. Ce que je pense personnellement, c'est que l'hybride est l'avenir et le futur de l'événementiel. Et donc, du coup, je recommande à toutes les personnes qui s'intéressent à l'événementiel euh, de s'informer sur les plateformes qui sont disponibles en ligne, comment faire un live stream et comment organiser un événement hybride en respectant les règles sanitaires et de sécurité. Donc, hybride, ça veut dire qu'on peut avoir quelques personnes qui se rencontrent pour une discussion et que l'événement est transmis de façon en ligne. Exactement. Donc, une partie de l'audience est sur place et une partie de l'audience est en ligne, exactement. Ou alors, seulement les keynote speakers, donc les intervenants sont sur place et l'audience est en ligne. D'accord, et tu as travaillé aussi pour les entreprises françaises? Oui, j'ai travaillé pour des entreprises françaises, donc pas mal d'entre elles, pour lesquelles on a fait des événements à l'international. Donc en France, j'ai fait quelques événements, mais il y en a aussi beaucoup eu à l'international, dont Espagne, Portugal, Malte, etc. Et quelles difficultés t'as pu remarquer que ces sociétés rencontrent quand elles essaient justement de faire connaître leurs produits en Allemagne dans l'organisation d'événements en fait, à quelque chose ne font pas attention au début quand elles essaient justement de percer le marché allemand à travers un événement. La plupart du temps, c'est que beaucoup de ces entreprises s'y prennent à la dernière minute. Mhm. Dernière minute, je veux dire qu'il faut un certain temps pour préparer l'événement. Et il n'y a pas que l'événement à préparer, il y a aussi la stratégie à préparer. Et beaucoup d'entreprises veulent faire un événement sans avoir la stratégie. Donc, du coup, ils commencent à préparer un événement qui n'a pas de stratégie derrière, qui n'a pas forcément de groupe cible derrière et le message adapté au groupe cible. Donc, c'est peut-être un petit peu le côté improvisation qu'on aime en France, mais derrière, il faut vraiment assurer, et ce n'est pas toujours le cas en fait si on ne s'est pas suffisamment préparé. Exactement. Donc, beaucoup d'entre elles, en fait, n'ont pas les préparations nécessaires. Et c'est de ce côté-là que nous, on les aide. On leur donne vraiment les clés pour pouvoir faire un événement qui va réussir et pour pouvoir atteindre leur groupe cible. Donc, il doit y avoir une diversité de formats que tu utilises, surtout que depuis un an, ça a beaucoup bougé depuis le Corona, tous les formats qui sont disponibles et les entreprises apprennent certainement en ce moment aussi à utiliser ces formats. C'est plus du tout la même chose que ce qu'on a connu dans le présentiel. Donc, tu dois certainement voir aussi un effort d'adaptation que doivent faire les gens en entreprise pour utiliser ces formats maintenant. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se disent, on va faire un événement en ligne. Ils mettent l'événement en ligne, donc c'est-à-dire ils ont un lien pour que les personnes puissent s'enregistrer, etc. Mais très peu oublient le fait que les réseaux sociaux aident justement à avoir beaucoup plus d'audience. Donc, beaucoup envoient un mailing à leurs partenaires, beaucoup le mettent sur leur site internet et attendent que les personnes voient directement qu'il y a un événement. Le seul problème, c'est que tous les clients ne vont pas forcément sur le site internet et donc du coup, il faut pouvoir les atteindre. Et les atteindre, on les atteint justement par les réseaux sociaux et par la publicité.
entre guillemets. Et les modes de publicité, les réseaux sociaux en Allemagne sont un petit peu différemment. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de réalisation pour qu'on comprenne concrètement ce que c'est en fait d'utiliser un événement digital en Allemagne? Oui, complètement. C'est-à-dire que j'organise par exemple en ce moment le Ruhr Pitch. Donc, c'est un événement pour les startups où plusieurs startups vont pitcher, Mhm. donc montrer leurs idées à un public. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs keynote speakers et on a les startups. Chacune d'entre elles nous a envoyé la photo de la personne qui sera présente. Et chaque personne a une image, un GIF de 1 seconde qu'ils vont pouvoir poster sur les réseaux sociaux. On leur crée le post, donc du coup, on leur crée le texte, on leur crée l'image et c'est à eux de pouvoir le transmettre. Et par ce biais-là, on arrive en fait à avoir à atteindre un public beaucoup plus large que si nous, en tant qu'organisateurs du Root Pitch, on faisait nos posts tout seuls. C'est-à-dire que là, du coup, on démultiplie et cet effet de réseaux sociaux nous permet d'atteindre beaucoup plus de public. Et c'est des techniques comme ça qui aident vraiment à promouvoir un événement. Donc, dans ton domaine, il faut être très, très polyvalent, j'imagine. Il faut se tenir au courant de toutes les nouveautés qui apparaissent sur le marché et c'est au quotidien. Exactement. Exactement. Donc, il faut se connaître niveau marketing, niveau technique, niveau entertainment, donc savoir un petit peu quels sont les show acts qui sont les plus intéressants pour le public. Il faut se connaître niveau nourriture et boisson. Parce Oui, que c'est vrai. c'est Quelles sont les particularités en Allemagne? C'est toujours un grand classique dont on parle souvent entre la France et l'Allemagne. Donc là aussi, est-ce qu'il y a des petites choses en fait, auxquelles il faut faire attention quand on a une boîte française et qu'on veut essayer justement par un événement hybride ou mixte en fait, de oui, convaincre à travers la nourriture? surtout, n'oubliez pas la bière. Ah, Ça, d'accord. c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de clients français qui oublient à chaque fois de mettre de la bière. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah ben, on va mettre que du vin et des softs. Et non, c'est pas que du vin et des softs, il faut aussi la bière. Éviter les plats assez spéciaux, par exemple le lapin. On a eu plusieurs événements internationaux où notre client voulait avoir du lapin et on a dit à notre client, ne prenez pas du lapin Scandale. parce que justement, on va avoir un gros problème parce qu'on connaît ces situations-là. Ouais. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça qui font qu'un événement est réussi ou qu'il y a le buzz dans l'événement. C'est ça le problème. Mhm. Et c'est sur ces thèmes-là où on est justement formé, les thèmes internationaux, à savoir qu'est-ce qui est très français, qu'est-ce qui est très allemand et qu'est-ce qu'on peut apporter à l'international et qu'est-ce qu'on doit éviter d'apporter. Donc là, ça fait un petit peu plus de 7 ans que tu es dans l'événementiel. Est-ce que c'est un domaine dans lequel il est facile de percer quand on est français en Allemagne? Euh, je dirais, alors, je ne dirais pas que c'est facile de percer parce qu'on est français. Mhm. Je dirais que être français, c'est un avantage parce que justement, nos deux pays sont voisins et qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par des entreprises franco-allemandes ou des entreprises allemandes voulant arriver sur le marché français et vice-versa. Mais en fait, c'est facile de percer dans le métier dans le sens où, à partir du moment, et ça je le dis pour tous les métiers, à partir du moment où on en veut et qu'on a la niaque, entre guillemets, c'est sûr qu'on pourra percer. Il faut montrer qu'on a envie, il faut montrer qu'on est proactif, il faut montrer qu'on a envie d'apprendre, lire le plus possible, écouter le plus possible à droite, à gauche et vraiment essayer d'absorber absolument tout. Une fois qu'on arrive, qu'on a un pied dans une boîte événementielle, essayer vraiment d'absorber le maximum. Donc, j'imagine que pour convaincre, il faut avoir des références, il faut avoir un grand nombre d'expériences pratiques pour aussi s'adapter à chaque fois à des clients qui ont des exigences différentes. Exactement. Et ce que je dis toujours, c'est ne visez pas trop haut, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans une entreprise où pour la première fois, ils arrivent sur le marché de l'événementiel et demandent un salaire minimum, enfin un salaire minimum qui est beaucoup plus au-dessus que le salaire minimum allemand ou français. Euh, et c'est à partir de ce moment-là, on ne va pas pouvoir rentrer dans le marché, c'est-à-dire que le marché événementiel, euh, c'est un marché de passionnés. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que oui, à partir d'un moment, avec une certaine expérience, ça commence à payer.
Par contre, c'est vrai qu'au début, si on a envie d'apprendre, tout le monde peut apprendre. Et d'ailleurs, les meilleurs managers événementiels, ce sont des managers événementiels qui n'ont pas appris le management événementiel, mais qui viennent de plusieurs backgrounds, on va dire. Euh, et en fait, arriver à un entretien et montrer qu'on en veut et montrer que peu importe la rémunération, pour l'instant, on a envie d'apprendre, c'est ça qui va aider au plus. Donc là, tu t'es lancé aussi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que tu continues à travailler à mi-temps pour ton employeur actuel, mais aussi tu t'es laissé la liberté justement d'être indépendant et d'aller chercher de nouveaux clients pour diversifier ton expérience. Donc, est-ce que c'est Oui, quelque chose qui a été enrichissant, même si ça a commencé dans le Corona? Donc, j'imagine que ça n'a pas dû être facile au début, mais bon, bah, tu as su perdurer et puis être tenace, j'imagine. oui, alors très enrichissant, très enrichissant. C'est ce que je peux recommander à tous ceux qui se demandent s'ils veulent continuer en tant qu'employé ou non. Je trouve ça très enrichissant parce que je suis quelqu'un qui apprend aussi en faisant et je fais beaucoup. C'est-à-dire que je suis inclus dans plusieurs projets, à la fois caritatifs et payés, bien sûr. Ce qui m'aide, c'est justement mon expérience qui est derrière. Comme tu l'as dit, j'ai une certaine expérience, donc ça m'aide vraiment à entrer dans le marché événementiel en tant que freelancer. Et ensuite, j'apprends sur tous les projets parce que chaque projet est différent, chaque client est différent, la communication est différente et les, comment on dit ça, les Aufgaben, les devoirs, Mission. les missions, exactement, les missions sont beaucoup différentes les unes des autres et on apprend à chaque fois. D'accord. En tout cas, c'est c'est un super mot de la fin. Donc, je te remercie pour ton expérience, pour nous avoir donné ton expérience dans matière du digital et de la communication. Ben, comme tu lances aussi ton activité, je vais te souhaiter aussi un bon développement et j'espère qu'on se retrouvera d'ici quelques années où tu auras lancé ta boîte, pas forcément franco-allemand, mais directement sur le marché allemand, mais à certainement de belles perspectives en tout cas. Oui, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour m'avoir eu dans le podcast. Et Hmm. puis, s'il y a quoi que ce soit, contactez-moi. On mettra ton lien en dessous du podcast. Super. Très bien, je te remercie Romain. Bonne journée. Une bonne journée. Merci.